Moi. Et bien sûr, sans plus tarder, Oliver Stone. So, Oliver, I'm here to help with the translation. I know you understand French very well, you speak French, but I'm definitely here to help. Ok. Alors, on fait moitié-moitié. Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant une première partie, je vais animer, je vais poser des questions à Monsieur Oliver Stone, et dans une deuxième partie, vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous voulez. On commence avec JFK Revisited, que vous avez peut-être vu juste avant. Première question, dans votre livre, Chasing Light, vous parlez des mensonges qui ont constitué votre vie, les mensonges de vos parents, qui vous avaient caché la situation dans laquelle ils étaient, leur divorce. Et puis après, l'autre mensonge important de votre vie, c'est celui de JFK. Pouvez m'expliquer ça? You got that, yeah? Est-ce que vous faites la traduction en même temps ou après? No, I'll do it after. I'll note. Go ahead. Huh? Go ahead. Do you want me to translate the question, or did you get? No. Okay. You can answer in English, and I'll note, and I'll give your answer after in French. Ok, alors je vais essayer de le faire en français, mais c'est pas aussi vite. Les mensonges, c'était le Vietnam et Kennedy. Là, c'est les deux autres qui sont arrivés. Alors j'ai dit, dans ma vie, il faut que j'ai accepté l'idée de le mensonge, parce que quand on est jeune, on est né innocent, on croit que tout le monde dit la vérité. Nous ont dit, mais ça marche pas comme ça. Mes parents m'ont dit toujours qu'ils étaient c'était un mariage parfait, c'était un mariage avec du succès, tout allait bien, mais tout d'un coup, je suis dans une école comme en Amérique on dit, boarding school, et ils m'ont appelé au téléphone et m'ont dit que c'était fini. 15 ans plus que ça, presque 20 ans de mariage, fini. Alors, comme ça, sur un téléphone, c'était assez froid, et ça m'a secoué. Mais c'était le premier mensonge, parce que après ça, j'ai entendu toute l'histoire de adultery, Les liaisons. Hein? Les liaisons. Les liaisons, c'est rien en France, mais en Amérique, c'était même à New York, c'était fait beaucoup, surtout les 60, les commencements des 60, c'était un nouveau âge. All the bets were off. Marriages were falling apart in the East Coast, West Coast, Middle America. No, that didn't change so Voilà, fast. toutes les choses traditionnelles étaient en train de tomber en fait dans les pommes partout aux États-Unis. Ouais. Alors voilà, c'est un livre. Il faut comprendre que ça choque un enfant. On est divorcé, des parents divorcés, c'est pas le même pour nous. L'ancienne vie est finie, et voilà, je suis un garçon seul, je suis pas de frère ou sœur. Ça m'a secoué, I end up in Vietnam within 3 years. Voilà, j'étais au Vietnam au bout de 3 ans après ça. And c'était mon première expérience étrangère, comme ça, qui était très fort. J'ai vu beaucoup de choses là-bas, et j'ai retourné la deuxième fois. J'ai quitté l'université 2 fois. Et voilà, la vie. The lie is in Vietnam. The lie was all over Vietnam. The war was a lie from the beginning. They were saying that this was a war that was for a good war because we were fighting communism, and we had no idea that this was a war of independence. We didn't accept that idea in Vietnam. So it was a lie, and the way we fought it was a lie because we lied all the way through it about the body counts, the casualties, the bombings, the civilian killings, the killing of civilians. It was like Afghanistan, but worse. Voilà. Donc en fait, Oliver finissait en disant en fait c'était le grand mensonge, la guerre au Vietnam. En fait, on nous disait que c'était une bonne guerre et c'était pas du tout le cas parce que tout était basé dans des mensonges. Nous, on ne savait pas que c'était une guerre pour l'indépendance. Nous, on ne savait pas qu'il y avait autant de morts des civils. C'était un peu comme ce qui se passe en Afghanistan, mais pire. Un petit peu. Ouais. C'était pire. It was worse. Yeah, et encore pire. Et juste une question, tout le monde comprend français. J'ai pas besoin de traduire en anglais. Good. OK. Et le mensonge autour de JFK qui vous hante depuis 30 ans, parce que... Au milieu de ça, parce que je ne savais rien, JFK est tué en 63. La guerre commence vraiment. The war starts really in 64.
right away. I mean, in 63, Kennedy's killed in November. Johnson comes into office. Within 2 days, he's already reversing the policy in Vietnam. He's not only reversing the policy in Vietnam, he's reversing the policy with Cuba. He's reversing Kennedy's policies with the Soviet Union, with the détente, the attempt for détente with the Soviet Union, which was going on. This was a disaster. And the history of America, the way they teach it to us is that Kennedy was a great president, idealistic, good speeches, didn't do much. He was killed by a lone communist nut. And that Johnson, there was a smooth transition to Lyndon Johnson, who continued his policies. This is a lie. This is rubbish, absolute rubbish, because the policies changed radically. Johnson in Vietnam, above all, reversed the decision to withdraw troops, the first 1,000 troops. McNamara, Robert McNamara, those who care, Bundy, his national security advisor, these people have come out in print after 2000, after the movie was made, because the movie brought this up in 1991, and they thought I was full of shit. They thought I was crazy. People were attacking me for. Even Nixon attacked me for changing, for putting words in Kennedy's mouth. This is not true. Mr. McNamara was his Secretary of Defense. Bundy was his National Security Advisor. Both men came out in books and said, without a doubt, that Kennedy was withdrawing from Vietnam. And even if we were going to lose, and those are the words from Kennedy and McNamara, even if we were going to lose. Bundy also, who was a pro-war, he wanted to fight in Vietnam, but he even admitted in his book that Kennedy was withdrawing. So we hear this still in American history. We still hear this from establishment historians that Kennedy's a lightweight president, but of course Johnson carries through his policies. It's bullshit. Don't ever believe it. This is lies. This is the lies that surround us. This is the lie of the American empire. It goes on and on and on in my lifetime. So that's the beginning of my battles. Voilà, donc je vais juste so I'm saying Vietnam, my parents, and Mr. Kennedy, who I didn't know about until the 1980s, when this story was brought to my attention by Jim Garrison's book. So I grew up slowly, and by the age of 40, I started to get a really clear picture in my head of what the United States was doing, the country I loved, the country I grew up in. I'm American, and it's hard to understand your country, to understand what a lie your country is, but this is necessary for growing up in America. You have to get away from hypnosis. You have to get away from this idea that America is this benevolent country. It's not. It's like every other country throughout history. It's not exceptional. Mm-hmm. They kill presidents, they kill whatever it takes, they go to war, they get rid of people. It's got an extremely tough prison system. Extremely tough, even tougher than any country I know of. Maybe China is a bit worse, but I'm not sure. America has some real problems, and that's what we hear about. I don't want to talk just about American history, but just to give you a sense of the lies and you can see, I'm 75 years old and I'm still angry about it because it goes on, and we have this bullshit mechanism called the media. The media very rarely questions American policies. Very rarely. And you thank God for the internet, which happened in the 1990s, but it opened up the possibility of more opinions, more facts getting into the public light. Okay, just one sec, just let me catch up briefly. je vais faire de mon mieux. Ok, donc vite fait, Oliver a commencé en disant, en fait, en parlant de, bien sûr, l'assassinat de John F. Kennedy en novembre 63. En 64, Lyndon B. Johnson, le président après, est venu et tout le monde disait, oui, c'était une transition très facile, très cool. Et ce qu'il nous dit, Oliver, c'est qu'en fin de compte, pour lui, Johnson, c'était pas du tout une transition facile. Si John F. Kennedy était assassiné, c'était parce que lui, il voulait retirer les États-Unis de Vietnam. Et en fait, il dit qu'aujourd'hui, dans les livres d'histoire, quand on lit sur John F. Kennedy, on voit souvent, ah oui, un jeune idéaliste, il parlait bien, mais il n'a pas fait grand-chose. Alors qu'avec Lyndon Johnson, on a fait des choses. Oliver nous dit, non, c'est pas vrai du tout. En fait, il a vraiment essayé de faire des changements, comme retirer des soldats du Vietnam, au point où aujourd'hui, son ancien secrétaire de défense, Robert McNamara, ou d'autres, ont essayé de dire, oui, effectivement, John Kennedy voulait retirer les États-Unis du Vietnam, et
il n'a jamais pas pu le faire. Donc Oliver nous dit qu'après que le premier film JFK a été fait en 91, il était un peu attaqué par tout le monde. Même Richard Nixon est allé contre lui. Il a dit non, comment vous pouvez dire ça quand il y avait des gens comme ce fameux Robert McNamara qui étaient d'accord avec Oliver Stone. Donc lui, il dit oui, il y avait 3 grands mensonges dans sa vie: le divorce de ses parents, Vietnam, et puis l'assassinat de John F. Kennedy. Il dit qu'il a grandi tard, en fait, à 40 ans, il a commencé à comprendre ce que pour lui les États-Unis étaient en train de faire. Il dit, je suis américain, c'est difficile de voir un pays, en fait, dont tout le monde dit c'est un pays super bénévolent et tout, mais en fin de compte, non, pour lui, les États-Unis est un pays qui peut tuer un président, qui a un système pénitentiaire qui est très, très, très dur, presque un des plus durs au monde après la Chine. Il dit qu'à 75 ans, il est étonné de voir que le média fait pas vraiment son boulot. Et il dit, heureusement, il y a l'Internet aujourd'hui afin de poser des questions que les autres personnes ne posent pas. Et les mensonges de la guerre, vous avez mentionné, j'ai dit en Vietnam, killing civilians. Yeah, the microphone, please. Take the microphone. What? The microphone. The mic. Yeah. And I said the lies in Vietnam. Yeah, bien sûr. Et les mensonges de Vietnam. Voilà, le fait de tuer les civils. I didn't mention before friendly fire, the amount of people killed in war, in a jungle war especially, or asymmetrical war, the number of people who are killed by friendly fire. Friendly fire is killed by your own side. Voilà, et aussi les noms des Américains. That was going on all the time. And I was wounded twice, I think, one time by someone on my own unit. So, this is a very dangerous situation in war. And I think in Afghanistan it goes on also, and in Iraq. But people don't talk about it. The Pentagon, again, hides everything they can. They announce a few friendly casualties, but the truth is in combat, it's much worse than it is. Voilà. Et aussi au Vietnam, il dit, là, on parle pas beaucoup de friendly fire, ça veut dire qu'on est blessé par quelqu'un qui est de votre côté. Et il dit que lui-même était blessé 2 fois au Vietnam. Il pense qu'une fois était peut-être de quelqu'un qui était de son côté. Et il dit que ça continue aujourd'hui en Afghanistan, en Irak, et c'est le Pentagone, en fait, la défense aux États-Unis qui cache tout ça. Oui. The governments lie, that's all I can say. Voilà, les gouvernements mentent, c'est tout ce qu'il peut dire. Et si vous êtes français, il faut comprendre que De Gaulle a compris tout ça dans les 60. Il a dit à Kennedy, méfie-toi. Mais après, il est mort. De Gaulle wrote the story. He told Alain Périfitte, his interior minister, the information minister, that Périfitte wrote it up in 2002 book. De Gaulle said it was a right-wing coup like we had in France against De Gaulle from the generals. In America, they had a right-wing coup to remove this president. And they appointed a patsy, a communist, so to speak, to take the fall, who was killed in turn by a hitman from whatever, Ruby Mafia, FBI informer, killed Oswald, and there was no trial. No trial is the point. You cannot talk about it. Bury it, bury it, bury it. And they have buried it successfully. Voilà, except donc, for people like me. Oliver nous parle aussi d'Alain Périfitte qui travaillait pour les renseignements généraux sous Charles de Gaulle. Et dans son livre, lui, il dit, comme il avait dit à Charles de Gaulle à l'époque, en fait, quand ça s'est passé aux États-Unis avec Kennedy, ça c'est un coup de côté droite. Et en fait, pour lui, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Il ment. Là, il trouve quelqu'un qui va dire, alors c'est lui qui a tué Kennedy. Dans ce cas-là, Lee Harvey Oswald. Il trouve quelqu'un d'autre pour tuer, comme par hasard, Lee Harvey Oswald. On ne sait pas trop qui c'est, mais ils enterrent. Il n'y a jamais un procès, donc on n'a jamais pu poser les questions qu'il fallait, et personne ne pose des questions, sauf Oliver. Dans le film JFK de 91, Kevin Costner dit que c'est un coup d'État. Dans celui-ci, dans votre nouveau doc, vous dites clairement que c'est la CIA qui assassine JFK. Moi, je voulais savoir comment les médias américains réagissent. Est-ce qu'on va encore vous dire que vous êtes un complotiste ? Comment ils vous voient, les Américains ? Premièrement, il faut qu'ils réagissent parce qu'ils n'ont pas vu. Un instant, le film n'est pas montré aux États-Unis. Il y a des journalistes américains qui l'ont vu à Cannes. Oui, ils ont Hollywood reporters. Les notes étaient bons. Ils ont bien écrit sur ça. Mais je ne crois pas que ça va être couvert par les major mainstream media. These were journalists from the film business or Variety, and they were very good. Voilà, But the truth is that no coverage, major media, about Khan, about this film, and
It's going to be hard. We'll get it out. I think we'll get it out. We sold 11 countries in Cannes, and I think the United States is going to break because of what happened in Cannes. It helped us a lot in the United States. We will get a distribution, but it won't be a big one. But it'll be out there, but it won't be. The media in the United States, to this day, is in the government pocket. You cannot separate the media from the government. This is a real problem. It's almost as if whatever the government says, a lot of the major media, we know that for years now, report it the way they want it to be reported, including the war in Afghanistan. Donc Oliver disait qu'en fait c'était les journalistes à Cannes, en fait surtout les journalistes cinéma, ils n'ont pas eu des grands médias américains qui ont parlé de son film. Il dit quand même heureusement il y a eu Cannes parce qu'ils ont pu distribuer le film dans 11 pays. Les États-Unis c'est toujours pas fait, mais il espère que ça va se faire bientôt. Mais il dit ils n'ont pas eu beaucoup des sujets en fait qui étaient faits parce que pour lui les médias est dans la poche du gouvernement et c'est un peu comme les marionnettes. Il y a des sujets tabous en Amérique. Premièrement, c'est les militaires. On ne peut pas faire un film sur les militaires critique, vraiment. Parce que, premièrement, on a besoin de l'argent, et l'argent vient des distributeurs. Avec the Pentagon, it provides equipment. It's very important. Money is required. Pentagon has a lot of control when it comes to military equipment. In order to get cooperation, you have to change the script. This is true also of the CIA. The CIA has the most favorable interpretation on American television. We see series after series with CIA heroes. Homeland was a case in point, but there's Alias. There's a whole series of TV shows that were made. With military and CIA heroes. It goes back to the old days, FBI heroes under J. Edgar Hoover. It's always been very positive. The general population is under control, strict control. Voilà, donc il dit en fait quand il s'agit du Pentagone ou du CIA, en fait quand on regarde les séries télé, les CIA a toujours une super image. Des émissions, des séries comme Homeland ou Alias, ou c'est un peu comme dans l'ancienne époque quand il y avait des émissions sur le FBI ou J. Edgar Hoover. Tout est fait pour montrer le CIA et tout le côté défense un peu sur une mauvaise lumière, comme on dit, avec une bonne image. C'est vrai qu'ils m'ont pas mis en prison, ils m'ont pas tué. En Chine, peut-être, se sont mis en prison plus vite. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils contrôlent la majorité de la population. Ce que je dis, peut-être ça sort, peut-être ils ont besoin de ça, mais ils n'ont pas peur. Parce que, if I got close to moving a big crowd to do things, and there was popular, that would be dangerous for me, and I would be in danger. Oliver dit que si vraiment je suis arrivé au point où j'avais un truc énorme qui était beaucoup vu, beaucoup suivi, ça pourrait être dangereux pour moi. Je serais dans une position de danger. Mais comme je disais tout à l'heure, vous dites clairement dans le film que c'est la CIA qui l'a exécuté. Il n'y a pas des retours de la CIA? Vous n'avez pas été... Like de Gaulle said, intelligence agencies is the first place you look when there's an assassination, because they're in charge of the surround. They're surrounded security. And de Gaulle said it. Who are the villains in the? Well, how could the army generals in France get access to de Gaulle and almost kill him? They had friends on the inside. And that has to happen. If you look at the record of the Secret Service in Dallas, it's abysmal. They did very little right. They didn't check the road. They didn't protect him the way they were supposed to protect him. Windows were open. The crowd was very pro-Kennedy, but still there were too many loose bolts in Dallas. There was a lot of people who hated Kennedy, but that parade route was not the car route was not done properly. So, and this is a big issue. The Secret Service actually destroyed their records when the Assassination Records Review Board in 1994 to 8, they asked for their records, and the goddamn bastards said no. They slowed it down, and then finally, when they were confronted in 96, that's when they destroyed the files on what their day in Dallas was like. That was disgusting. They did that in violation of the law.
And in violation of the law, the CIA continues not to cooperate with them, and the FBI too, but the FBI is a little bit more open. So it's an ongoing story, and the governments always win when it comes to commissions. You can appoint a commission forever, and they make this big effort, they make a big public interview, and they say we're revealing everything, we're transparent. That's not true. They're not transparent. Voilà. Donc, comme Oliver disait, en fait, comme De Gaulle a dit, chaque fois qu'il y a une tentative d'assassinat, il faut regarder les renseignements généraux, les services secrets, parce qu'ils sont le plus proches, c'est une évidence. Il dit, le problème, en fait, ici aux États-Unis, c'est entre 1994 et 98, quand on leur a obligé de un peu déclassifier tout ce qu'ils avaient. Le service secret aux États-Unis avait détruit, en fait, leur dossier. Et ça, c'était pas du tout en accord avec la loi. Et c'est comme aujourd'hui, il dit encore, le CIA, eux, ils continuent de ne pas aider, de ne pas déclassifier les documents. Alors c'est la loi qui dit qu'ils devraient. Il dit que c'est le gouvernement qui gagne toujours dans ce genre de situation. Pour les personnes qui n'auraient pas vu encore le documentaire, vous pourriez un peu parler de la Magic Bullet. C'est vraiment la chose la plus ahurissante du film. Cette fameuse balle qui fait 7 impacts et puis qui tombe de la plaie sur la civière. The Magic Bullet, oui, c'est dans le film. Vous avez vu le film, je crois. La plupart de vous. Most of you saw the movie, no? I don't want to read. The Magic Bullet's a joke. I mean, we all know this now. But there's so much more that's wrong about this assassination, and we covered some of that in the film. What do you want to talk about? Ça me semblait la chose qu'aux États-Unis on puisse encore dire que cette Magic Bullet. Well, ça me semble tellement ahurissant. When you say there were 3 shots that were fired, you get yourself in a hole. Tu peux pas sortir de ça, because there's a certain time period and 3 shots from a lousy Italian rifle. The Italians were laughing when that assassination happened because they knew the rifle was so bad in World War II. But the 3 shots got you in a hole, and they never got out of that hole. They had to create ultimately a magic bullet. That was called the magic bullet because it went through so many directions and hit so many people. It was impossible physically for these wounds to happen. So there must have been at least 4 shots, maybe 5. Donc en fait, il dit effectivement, quand les Italiens avaient entendu parler de cette balle magique qui était faite par cette arme, ils ont rigolé parce qu'ils ont servi de cette arme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils savaient que c'était une arme qui n'était pas bonne du tout et ça aurait pu jamais marcher. Donc c'est vrai, on parle de 3 tirs, mais en fin de compte, il fallait peut-être 4 ou 5 parce que vraiment, quand on regarde cette balle magique, c'était impossible d'un point de vue physique que ça a pu passer dans autant d'endroits et dans autant de personnes. So I think, no doubt, somebody at the fence. A team at the fence, 1 or 2 men at the fence, the knoll in front, because that was the kill shot. And in the rear, I'm not even sure there was anybody on the 6th floor. I'm really not sure, even if my film showed that back in '91. But knowing what I know now, I think it could have been the other building, the Dow Tex building, which was next to it. Wow. And there would have been a shooting team there, and possibly a third one because it's called triangulation of fire, and it's a sure kill. The point was the guy at the fence would never let Kennedy get out of there alive. If he missed, he might have survived, and that would have been hell. But there may well have been a shooter on the other side of the bridge that was waiting for him too, because there was so many crazy people walking around that day with badges, with Secret Service identifications. Nobody knew who was who, because that's what happens when a president comes to town. You have nothing but Secret Service and intelligence. As de Gaulle said, you have a lot of people working for the government. How do you know who's working for the government? You don't really know. You see a person, he shows you a badge, he shows you he's official. The truth is, that's how you pull assassination off. You have somebody on the inside who you're working with, and he kills. He does the kill. Robert Kennedy's the same thing. Many people believe the guy behind Robert Kennedy was the guy who killed him with the pistol, because there were so many shots, and Sirhan was standing in front of him. Sirhan was firing some kind of, but he didn't hit Kennedy in the key area where he died, in the back of his skull. Voilà, donc pour revenir sur le fameux tir les jours de l'assassinat de John F. Kennedy, en fait, il dit pour lui, il y avait plusieurs équipes qui étaient là à Dallas, il y avait quelques personnes devant la voiture
quelques personnes derrière la voiture. Oliver dit, il n'est même pas sûr qu'il y avait quelqu'un au 6e étage du bâtiment. Peut-être c'était dans un autre bâtiment, mais pour lui, il y avait au moins 3 équipes qui auraient pu tirer sur John F. Kennedy. Ça s'appelle la triangulation du feu, quoi, des armes. Et il est sûr que même s'ils n'avaient pas réussi à tuer Kennedy à ce moment-là, il pense qu'il y avait peut-être même encore une autre équipe après le pont, plus tard à Dallas. Il dit, le problème quand tu as un président qui visite quelque part, comme c'était fait à l'époque, s'il y a des gens qui disent qu'ils sont du service secret partout dans la ville, tout le monde monte des badges, on ne sait pas si c'est des vrais badges, des faux badges, etc. Donc forcément, ça aurait pu être quelqu'un très facilement qui a pu intégrer en tant que membre de service secret, qui aurait pu tuer John F. Kennedy. Il dit la même chose avec son frère, Robert Kennedy, qui a été tué quelques temps après. On dit souvent que ça aurait pu être quelqu'un qui était derrière lui, au lieu de quelqu'un qui était devant, qui l'a tué et qui a pris en fait la responsabilité de ce meurtre du frère de John Kennedy. Je pense que le film a été financé par l'Angleterre. C'est parce que les Américains ne voulaient pas le produire. C'est vrai. Non, l'Angleterre, the English put up the money. Yes. Voilà. C'est les Anglais qui avaient donné de l'argent parce que les Américains ne voulaient pas. Et est-ce que vous travaillez toujours sur une version longue? J'avais entendu parler d'une version... Il y a une version de 4 heures, mais peut-être ça va sortir, on verra. Premièrement, on fait les 2 heures parce que c'est plus facile. D'accord. On arrête là pour mes questions. Vous voulez prendre la parole? Il y a un micro. Je pense qu'il y a des micros. Mr. Stone, hello. Yes. Hi. I just want to say. Can you stand up? Sure. Thank you. I just want to say, hi, Jeannie. I just want to say that your film is fantastic, and that if there's anything that's very clear, it's that Lee Harvey Oswald had nothing to do. He was not one of the shooters that day, as you just pointed out. And I'm curious if you've seen a documentary. You spoke about the English financing your film. There was a British documentary made a few years ago that was only shown on the internet called From JFK to 9/11. Everything is a rich man's trick by a guy named Francis Connolly. And he says that there are 8 shooters, including someone, believe it or not, hiding in a sewage area in the street. I know, you've probably seen this. And that it would explain the trajectory of the last bullet versus the thing. And just one other thing. In the documentary, he says something that's always bothered me. Who killed J.D. Tippit and why? And J.D. Tippit, according to the film, his nickname on the Dallas police staff, police officers, is JFK. And he was a dead ringer, excuse the pun, for JFK. And so that the business about the brains being switched and about the trajectory and all that is explained because it's J.D. Tippit who took the place of JFK. What's your comment? Thanks. Well, that's the problem, is that there's a lot of these conspiracy theories around, and everyone's got one. I mean, I've heard the driver turned around and shot Kennedy. I've heard the sewage story. There's a lot of apocryphal details, and the government loves that because it creates more confusion. I've tried to be very sensible. There were no 8 shooters, I mean, that we saw, that we have any evidence of. I'm trying to follow leads that are really accurate. And, I mean, for example, we bring out this incredible story about, there were 3 women in the 4th floor. Dorothy Garner was the 3rd woman. She was a supervisor, and the other 2 were Stiles and Adams. They went down the moment they saw the shooting, they ran down the stairs. There's only one set of stairs in the whole building, and they said they never saw anybody, Oswald. They saw the cop come up. They saw the whole works. Everything that happened in the timeline matched what they said they saw. But the Warren Commission changed her timeline. They said that she ran down the stairs 30 seconds after, no, almost to a minute after the shooting, which is nonsense. She went right away. And that was verified by Miss Garner, who was a supervisor of these 2 women. She stayed on the 4th floor, but she saw them go down the stairs, and she stayed on the 4th floor. If Oswald had been on the 6th floor and run down those stairs, there's no way he could have gotten past those women. And this researcher went after that story. He found the woman after, in 1990-something, after the movie was made. Got all his testimony, and
it's so clear that the story was rigged. I mean, the story was changed by the Warren Commission, everything to make it match their scenario. So these kind of stories, I wouldn't get involved in it. It just goes on and on. I've heard so many stories about it. The bullet, the throat bullet, could have been, that is truly a question mark. That was certainly, some people have said to me, and it's possible because the US military was using a new dart, a flechette gun that fires flechettes, and something hit his throat from the front. And whatever the story, the trajectory, then who knows where the flechette was fired from, because it could have been fired from the same level. It got him in the throat. And that is a tough one. And they still haven't figured out where all the wounds are in the body, because the autopsy was so fucked up. But the guy firing from a sewer, that's a very hard shot. And it's very hard to see, because no one's ever seen the shot of the sewer looking at that moment when it happened. I haven't seen any evidence to that effect. Donc la question était un peu sur un autre documentaire anglais qui s'appelle From JFK to 9/11, Rich Man's Tricks. Et donc le journaliste lui parlait de d'autres propositions, de d'autres personnes, comme quoi il y avait 8 personnes en fait qui étaient en train de tirer sur John F. Kennedy, donc quelques-uns qui cachaient dans les égouts. Donc il avait un peu une question là-dessus pour Oliver Stone, et Oliver disait, en fait, lui il a entendu parler de ces théories, mais pour lui c'était pas crédible. Lui il a vraiment il a voulu vraiment suivre que des théories qui lui semblaient le plus crédibles. Et pour lui, la chose la plus intéressante qu'il a pu découvrir dans son film, c'est l'histoire des 3 femmes qui étaient au 4e étage du bâtiment où normalement Lee Harvey Oswald avait tiré sur John F. Kennedy. Et en fait, apparemment, le Warren Commission avait changé le timeline. Ils avaient dit que les dames ont descendu 30 secondes après ce qu'elle avait dit. Du coup, l'argument c'était, ah oui, elles n'ont pas vu Lee Harvey Oswald parce qu'elles sont descendues plus tard. Alors que pour lui, quand il a fait sa recherche, ils ont pu voir que normalement, ces dames auraient dû voir quelqu'un. Ils avaient vu personne. Donc, du coup, ça veut dire que Lee Harvey Oswald était peut-être pas dans ce bâtiment. Là où il dit, il a encore des questions, c'est sur la balle qui était prise à la gorge, parce que à l'époque, il y avait le militaire américain qui se servait des choses qui s'appellent des fléchettes. Il se peut que peut-être c'était une fléchette. Il sait pas trop vraiment. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette histoire du balle qui était prise dans la gorge. Mais il dit qu'on saura jamais parce que l'autopsie était tellement mal faite, il y avait plein de problèmes qu'on n'aura jamais ces réponses. Mais pour parler de quelqu'un qui a tiré d'un égout, il n'est pas très convaincu. Une autre question? Also, yeah, go ahead. Okay. Je crois qu'il y avait une autre. Before you go ahead, yeah, I just wanna, and also the driver stuff. I mean, you hear these people say the driver shot him. That's because there's a the sun glints off the metal, and there's a glare, and it looks like he's firing a shot. Ok, et il dit que l'histoire, que peut-être c'est le chauffeur qui avait se retourné et tiré sur John F. Kennedy. Les gens ont commencé à parler de ça parce qu'il y a un moment où en fait il y a une réflexion du soleil sur la voiture et ça cache un peu, ça pourrait donner l'impression que le chauffeur était en train de tirer, mais c'est pas le cas pour lui. This internet, how did he make the connection to 9/11? What was his final statement? Just curious. Voilà, the connection is that it's a decoy, just like all the CIA tricks all over the world that you've been bringing up, and that 9/11. Jerry, do you want to talk about the article you just saw? Well, I don't know if you saw it wasn't the news, it was an article that came out 2 days ago. Somebody, a controlled demolition expert working. Okay. Yeah, 9/11. I have my doubts too. You're talking about Spike Lee's film. No, talking about something that was just written by a guy who's dying now and wanted to confess that he helped rig the World Trade Center. Well, that's, these things are not to be discounted. There's Howard Hunt, before he died. He knew a lot about these people because he worked in the CIA. He was in the dirty tricks department. And he was around the fringes of the assassination. Howard Hunt died in, 2011, 12, 13, I forgot. But his son, he gave his testimony to his son, and a friend of mine was involved in that. A lot of what Howard Hunt says is fascinating about the role of the CIA in this. And because he was very quoted on Watergate, but nobody mentioned, the main media in the United States completely ignored what he was saying about the assassination. So I believe some of these testimonies that come from people who are near death, they talk. And a lot of people have talked. That's the sad thing. They don't ever write it up. They ignore them. The guy who says he shot him, Morales, the CIA killer,
Morales, another one who said very strange things before he died, and he was known as the Indian, but he's a CIA assassin. He said some very good things again because he was cut out of history. Donc en fait là la question c'était un peu le lien entre l'assassinat de JFK et le 11 septembre et en fait ce journaliste ici parlait d'un article qui est apparu dernièrement sur l'internet qui parle d'une théorie de complot qui dit que peut-être il y avait justement quelqu'un au sein des World Trade Center qui avait fait exploser les bâtiments et c'était pas un attentat terroriste. Et en fait ce qu'il dit Oliver Stone c'est en fait il faut écouter tout quoi, il faut écouter tous ces gens parce qu'il se peut que souvent il y a des choses qu'on ne sait pas et souvent ce qu'il a vu avec l'assassinat de John F. Kennedy c'est vers la fin de leur vie il y a pas mal de personnes qui commencent à parler, qui racontent des choses un peu étranges juste avant la mort donc souvent par exemple il parle d'une personne qui s'appelle Morales qui était connue comme un assassin pour le CIA qui a commencé de raconter des choses un peu étranges vers la fin de sa vie mais encore une fois il dit que les gens ne l'écoutent pas et puis il meurt et c'est trop tard. Another thing that you hear, and I think it has credence to me, is because Dulles was involved, Dulles hated de Gaulle. This goes back to World War II, by the way. This is an old feud between them. And Dulles knew about these de Gaulle assassination attempts, and to some degree, at the time it was pointed out the CIA might have helped. They had no liking for de Gaulle. He pulled out of NATO. He was considered not a game player. He was a bad guy. So I've often heard, and Dulles was known to use a lot of Europeans and Germans and Nazis. Lucien Sarti was a Corsican hitman. His name comes up quite a lot. Lucien Sarti. So from the French side, they've always said, a lot of people have always said it was a French assassin who was in Dallas that day. I have not particularly followed that up, but you keep hearing that name. So when you start to hear this over and over again, Howard Hunt, Sarti, Morales, you have to pay attention because it keeps coming up. Voilà. Donc Oliver parle aussi en fait il faut faire attention quand il y a certains noms qui reviennent encore et encore par d'autres billets comme Howard Hunt Morales ou un homme qui s'appelle Lucien Sarti. Lui apparemment c'est un assassin qui vient de Corse et il y avait aussi des gens qui disent il y avait peut-être un assassin français qui était à Dallas aussi. Voilà, un Corse voilà, qui était à Dallas qui avait peut-être aussi tuer JFK aussi. Donc il dit il faut vraiment être à l'écoute de tout et quand il y a certains noms, certaines théories qui reviennent encore et encore, c'est là où il faut creuser un peu plus. Une autre question? On 9/11, I have a lot of questions too. Yeah, voilà, bien sûr, sur le 11 septembre, j'ai beaucoup de questions aussi. Hello, Oliver. Hello. First of all, you don't remember me, do you? Je vois pas votre figure. I was Clive Ing's assistant. I haven't seen you in 20 odd years, and I just wanted to say that I'm so glad you still have the passion and the fight for everything that you're getting out there. Thank you. What's your name? Tanya. Tanya? Mm-hmm. Yes. Vaguely's good. Oh, nice to see you again. Too. Come and see me afterwards. Voilà, elle voulait juste dire un grand merci pour toute la passion et le fait qu'il continue à mener ses combats. Voilà, you know, I sued your boss for 7 years. I had to pursue him to get some money back. Et apparemment, il a eu besoin de porter plainte contre votre patron pendant 7 ans pour récupérer de l'argent. Alors. Ah, ça marche pas. Bonjour. Oui. Oui, allez-y. Bonjour. Vous avez comparé l'Afghanistan avec le Vietnam. Je voudrais savoir quel est votre avis sur le départ des GI d'Afghanistan. Et je voudrais savoir aussi, deuxième question, vous avez parlé des mensonges du gouvernement américain. Ne pensez-vous pas que la plupart des gouvernements dans le monde mentent? Okay, so the first one was, what do you think about the U.S. soldiers pulling out of Afghanistan? And the second one was, you're talking about American lies, government lies. Do you think all governments lie? Yes. Well, I mean, I'd love to believe that governments tell the truth, but it's really hard after you study history in depth. You know, they lie because it's for their self-interest and self-preservation. And it's very hard to govern. It's not easy to always tell the truth. I admit that. If I was a government official, I would probably lie here and there. But I think on big stuff, I wouldn't lie.
you know. Voilà, donc déjà Oliver il dit oui, j'aimerais bien croire que tous les gouvernements sont honnêtes, mais en fin de compte non, je crois qu'ils mentent tous parce que c'est pour leur intérêt, il faut qu'ils se protègent. Et il dit je comprends, c'est difficile de gérer, c'est difficile d'être en pouvoir. Il dit que je pense que même moi, si j'étais en tête d'État, chef d'État, je rencontrais les mensonges aussi, mais pas sur les gros trucs quand même. What I hate, I think more than the government lying, is the media covering it up. And the media attacking their enemies. Voilà. Those people who question the government are ridiculed or marginalized by the media constantly. Oui, ce qu'ils détestent, c'est les médias qui ne posent pas de questions, en fait, qui continuent à être un peu en complicité avec les gouvernements et qui ne posent pas les questions. Et ceux qui posent des questions, on est un peu ridiculisés. And the American government, you have to realize, has been very conservative since World War II. The leading power figures were from the establishment were Henry Luce, who had Time, Life, Fortune, and the New York Times, Sulzbergers. These families controlled so much of the information that was shared and believed by the American public. And you have to understand they're very limited. The ownership is very limited. The point of view is limited. They all exist inside, they talk to each other in Washington and Park Avenue in New York, and they control, all the stories are rewritten by those people. You're a correspondent in the field, and I've seen this all time and again in Vietnam, for example. You write the story, what's going on in Vietnam from the ground up, gets back to Washington, goes back to New York, re-edited by the editors, re-edited. Every story in Time magazine was always re-edited to fit a point of view. Voilà. Donc il dit, et puis il faut savoir aux États-Unis, en fait, les gouvernements depuis la Deuxième Guerre mondiale sont des gouvernements assez conservateurs. Et aussi dans les médias, vous avez des fortunes comme Henry Luce derrière Time Life ou des Sulzberger à New York qui gèrent toutes les grandes boîtes, en fait, tous les grands médias aux États-Unis. Donc du coup, le point de vue est très limité. C'est vraiment entre New York et Washington. Et il voyait lui-même des correspondants au Vietnam. Souvent, il faisait des histoires, des reportages. Et quand c'est arrivé là aux États-Unis, les éditeurs, en fait, ils ont réécrit l'histoire pour rentrer dans un certain point de vue. Il a vu ça encore et encore. As to Afghanistan, it was a death foretold. I mean, it was so clear from the beginning this would happen. It was, I'm very happy the soldiers are gone, and I'm very happy, actually, that Mr. Biden has been honest about it. It was time to leave, and he knew it, and he did it, and he did the right thing. The media made it much more hysterical. I thought the withdrawal was handled as well as it could be. Those things are never easy. But they keep going, the media keeps going on and on about what a fuck-up it is. This is a very conservative position and will lead to a Republican reaction where they're going to try to bring in a Republican next time. But this is wrong. Biden, it's one of the good things that Biden has done. Let's hope he can do the right thing in Iraq and continue to do this and unman this empire, because this empire is all over the world. This is 800 bases. This is Africa, Asia. Everywhere we have our fingers. We are way overextended, and we're going to get into trouble with it. When the lie comes out and the truth is told, and it will crumble faster than you think. It'll be like the Soviet Empire not after Afghanistan, but the Soviet Empire was falling apart anyway. Our empire will fall apart because it's filled with lies. Voilà. Il dit, par rapport à l'Afghanistan, il dit que c'était évident dès le début que c'était une mission un peu suicidaire, entre guillemets. Par contre, il est très content que Biden était honnête, il a fait ce qu'il fallait faire. Et il trouve encore une fois, c'est les médias qui a fait tout un tralala autour sur comment c'était mal fait, un peu le fait que les troupes ont quitté l'Afghanistan. Pour lui, il estime que c'était fait d'une manière le plus correcte que ça aurait pu être fait. Mais il a peur que toute cette hystérie médiatique va nous amener encore vers un gouvernement républicain. En fait, on va aller de l'autre côté. Il espère qu'en Irak, on va faire la même chose, on va enlever les militaires de l'Irak. On a 800 bases militaires partout dans le monde, en Afrique, en Asie et tout, et ça pose problème. Mais il croit qu'au fur et à mesure, on va voir le déclin de l'Empire américain, comme on a vu le déclin de l'Empire soviétique il y a quelques années. Bonsoir. Est-ce que je peux parler en français et vous traduisez ? Oui, allez-y. Merci de venir et de nous faire l'honneur de nous présenter votre nouveau document. Juste en introduction, je voudrais vous dire que JFK, quand il est sorti, ça m'a bouleversée. J'ai des enfants. Je leur ai dit, vous êtes la génération qui pourra consulter les archives pour savoir la vérité sur JFK. Donc pour moi, votre premier documentaire est celui que j'ai à peine visionné parce qu'on n'a pas pu voir la fin dans la salle.
Donc le début que j'ai vu de votre enquête reprend toutes les hypothèses et les décrit comme un devoir de mémoire, mais aussi comme un devoir de vérité. Et je ne connais pas très bien les États-Unis, mais est-ce qu'il n'est pas envisageable de faire comme le pouvoir d'une Cour suprême et de demander aux États-Unis, peut-être au niveau international ou occidental, je ne sais pas, ou européen, et de dire vous devez rendre des comptes sur la vérité? Oh, madame, vous êtes très beau comme idée, très beau comme idée. The United States has not recognized the International Criminal Court. They don't recognize it. So where do you start? The United States doesn't even recognize really the United Nations. I mean, when Mr. Bush went into Iraq, remember, he did not have the United Nations resolution he wanted to go in. But he went in anyway. The United States will operate independently of any legal body in the end if it's in its own interest. So, and that goes for NATO too, believe me. The moment NATO doesn't serve the purposes of the United States, goodbye. And that includes France and all you European countries. You'd be sold out in a second. You were sold out when they sent anti-ballistic missiles into Europe. Why? To protect America, not to protect Europe. If there's a war, a nuclear war, and Europe were the first hit, you'll see the United States won't be there for you. You have an illusion that the United States is your ally. You're not an ally to the United States. You're a vassal, and that's what de Gaulle said. And this is so true. And I hope to God one day your leadership understood. I had a meeting with Mr. Macron, and I told him this, and you know, he's an interesting guy. But you know, he obviously, all Frenchmen have to believe in America. This is a natural thing. World War II, it was, of course, la libération américaine. C'était une occupation américaine. Donc il dit, en fait, malheureusement, les États-Unis ne reconnaissent pas du tout le cours international, ils ne reconnaissent même pas l'ONU. En fait, rappelez-vous, George Bush, en fait, pour l'Irak, il n'avait même pas eu l'accord de l'ONU avec la résolution. Les États-Unis opèrent que pour ses propres intérêts. Même NATO, en fait, il faut pas croire qu'en fait, les États-Unis vont être là pour l'Europe. Il dit, il faut arrêter de penser que s'il y a une autre guerre ou quelque chose qui se passe, que les États-Unis vont venir défendre l'Europe. Les États-Unis se servent de l'Europe que pour se servir. Il espère aussi que vos leaders, comme M. Macron, vont pouvoir comprendre ça. Il a pu rencontrer M. Macron, il a parlé de ça. Et il dit, en fait, vous croyez tous que la France et les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est génial et tout. Il a dit, vous pensez que c'était une libération, en fait, européenne. Pour nous, c'était une occupation européenne. Elle n'a pas tout dit, mais... Si je dis tout, on est là jusqu'à 22h, je suis désolée. Rappelez-vous que quand l'Amérique a parti en Irak, quand les Français, Chirac, la plus bonne chose qu'il a fait, c'était pas aller en Irak. Il n'était pas pour cette invasion, il a dit non. Thank God for Chirac, I love him for that. But the Americans reacted very, very angry to this. You forget that we called French fries freedom fries right away. Mais moi j'étais en Amérique, et les Américains étaient fâchés avec les Français, ils étaient dégoûtés avec tout. Ils ont oublié que les Français ont supporté la révolution américaine, ils ont tout oublié. Et tout d'un coup, la France était l'ennemi. Tu vois, ça va comme ça, la vie, ça va comme ça. Pense à des alliances hors des États-Unis. Fais une alliance, par exemple, avec la Chine, vous le faites faites une alliance avec la Russie, parce que c'est en Europe, presque. Il y a beaucoup de choses où vous avez mutual interests. Follow your self-interest. Voilà, il faut suivre les intérêts mutuels avec d'autres pays. Bonjour Monsieur Stone, c'est un honneur déjà de pouvoir, m'adresser à vous et de vous poser une question. Merci. Une question. J'ai lu votre livre Shade of Light et on sent que votre enfance, que la guerre du Vietnam a beaucoup pesé dans votre filmographie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous êtes allé vers le cinéma et pas forcément vers la politique? Parce qu'on pourrait tout à fait penser à vous comme un homme politique.
Disons que vous voyez maintenant, j'ai changé, j'ai évolué. J'étais pas comme ça, j'ai retourné du Vietnam, j'avais pas l'éducation de la vie que j'ai maintenant. Alors je parle peut-être plus de politique. Quand j'ai retourné, je ne savais pas ces choses, vous comprenez. I was trying to survive. J'étais un soldat without skills, without a job. I was just trying to make it back into society, crawling back step by step, working my way up into the movie business through screenplays, writing as I wrote in the book. It wasn't easy. So I didn't have success until I was 40 years old, basically. And at 40, I wanted to make movies because that is what I learned, and I wanted to make as many movies as I could. I tried. I made 10 years, I made a movie every year. I kept working until they wouldn't let me work anymore, basically. I'm still making documentaries. You are still making But now movies. I'm too old to go to politics because, and also I wouldn't last in politics because I say what I think. I could never get away with that. Merci beaucoup. Donc en fait, Oliver dit il ne durera jamais en tant qu'homme politique parce qu'il dit ce qu'il pense et ça c'est pas le cas quand on est homme politique. Mais il a dit il faut pas oublier que tout au début de sa carrière il n'avait pas de talent réel, il n'avait pas un boulot, en fait il connaissait pas grand chose, donc il a commencé vraiment tout bas dans le milieu du cinéma et petit à petit il a grimpé l'échelon, mais c'était pas facile. Il a eu du succès qu'à partir des 40 ans et là tout ce qu'il voulait faire c'était de faire des films, donc pendant 10 ans il a fait un film par an jusqu'au point où on lui laissait plus le droit de faire des films entre guillemets. Une petite... je ne sais pas si vous savez, mais demain vous êtes à l'affiche d'un film qui passe au Festival de Deauville, qui est un documentaire sur Michael Cimino par Jean-Baptiste Toré. Vous êtes interrogé plusieurs fois, à plusieurs reprises. J'aurais bien voulu que vous me parliez un tout petit peu de Michael Cimino et du scénario que vous aviez fait pour lui. J'ai pas vu le film, mais j'aimerais bien le voir. Demain. Monsieur Toré me semble très honnête. Oui, absolument. Et parce qu'en Amérique, non, en France, vous faites beaucoup de Michael. C'est un grand cinéaste. J'ai travaillé avec lui sur l'année du Dragon et j'ai raconté à M. Toré la vérité de ce que j'ai vécu avec lui. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Allez, j'étais franc. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a resté dans le film. Tu as vu? Oui, absolument. Et alors? Formidable. Yeah, but what do you say? Qu'est-ce que vous dites en fait? Avec qu'est-ce qu'il dit Oliver? Ils ont gardé quoi au montage? En fait, on vous voit intervenir à plusieurs moments. Il y a même des choses avec Tarantino et des choses comme ça. Mais à propos de l'année de Dragon, je pense que vous parlez aussi de sa capacité à prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour faire des films. Et vous soulignez que le personnage était un petit peu autodestructeur. C'est assez... Auto-destructive, self-destructive. That he was self-destructive. Ah oui. Mais aussi un côté, disons, napoléonique. Napoléon. Il n'était pas un homme grand. Il mettait des taillons, tu sais. Et toujours, s'il pouvait plus de puissance, il voulait toujours plus. Alors, il y a des metteurs en scène que je trouve sont comme ça. Il veut tout ce qu'il peut avoir, tous les jouets. Mais j'aime bien les metteurs en scène qui sont plus économiques aussi, parce que c'est que ça, on peut faire des films plus ambitieux si on soit économique. Quand nous sommes trop extravagants, it can backfire. How do you say backfire in French? Oui, ça peut reprendre dans une figure, quoi. Oui. Il voulait faire clairement son Scarface, c'est ça? Michael, when we would get up at 4 o'clock in the morning, whenever it was on his fucking mind, he would call somebody at 4 in the morning and say, do this, because he could. I would never do that as a director. What I'm saying is that he would always make everybody show up at some fucking place and say, you got to be there at 5 o'clock or 6 o'clock. And he would always mobilize the forces. It's overkill. Okay, I want go out and photograph every fire hydrant in New York. I want to see every street corner, and then I'll decide what street I want to shoot on.
That doesn't work for me. Voilà. Par exemple, un exemple sur Michael Cimino, à 4h du matin, il t'appellera juste parce qu'il vient d'avoir une idée à 4h du matin. Oliver dit, moi, je l'aurais jamais fait ça. Ou il va demander à toute l'équipe de se pointer quelque part aux 5h à 6h du matin pour que tout le monde va chercher le meilleur coin de New York pour tourner. Comme ça, il avait tout, il faisait tout le monde y va, et après, il décidait le seul coin où il voulait tourner. Lui, il dit, je ferai jamais ça. Extravagance. Je pense qu'on va arrêter là. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup.